Et si la personne qui vous aimait le plus au monde, n'avait jamais eu le droit de vous le dire? Et si, pendant des années, elle avait tout gardé pour vous en silence, dans l'obscurité d'un sous-sol que personne ne connaissait en attendant le seul moment où vous seriez prête à recevoir ce cadeau? C'est l'histoire de Claire. 18 ans. 240 € en poche. Un vieux sac à dos vert. Et une porte qu'on vient de lui fermer au visage, celle de son propre père. Elle ne le sait pas encore. Mais à 400 km de là, sous le plancher d'une vieille maison abandonnée, quelqu'un a passé 30 ans à tout préparer pour elle. Cette histoire va vous rappeler quelque chose d'essentiel, l'amour véritable ne fait pas de bruit. Il attend. Le mardi 12 septembre, à 7h30 du matin, Bernard Moreau ouvrit la porte sans lever les yeux de son téléphone. Il dit, d'une voix parfaitement neutre comme s'il annonçait la météo. À partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles. Il n'y eut ni cri, ni dispute, ni larmes de sa part à lui. Il y eut quelque chose de bien plus lourd que tout cela, une indifférence totale. Le genre d'indifférence qui ne cherche même pas à blesser parce qu'elle ne vous accorde pas assez d'importance pour ça. Bernard rentra dans la maison. Sa nouvelle compagne, Sandrine, l'attendait à l'intérieur. Et il referma la porte avec une douceur qui, paradoxalement, fit bien plus mal à Claire qu'un claquement brutal n'aurait pu le faire. Claire resta quelques secondes immobile sur le trottoir. Le soleil de septembre était déjà brûlant. Un voisin passa avec son chien. Une voiture démarra. Un enfant cria quelque chose au loin. La rue était parfaitement normale. Comme si de rien n'était. Comme si toute une vie n'avait pas été pliée en 4 et rangée dans un tiroir, avec les objets dont on n'a plus besoin. Claire ajusta son sac sur son épaule, et se mit en marche. Il y a une différence immense entre être pauvre et être abandonné. La pauvreté, on peut la combattre. Avec le travail, le temps, la persévérance. On avance. On se bat. On finit parfois par s'en sortir. L'abandon, c'est autre chose. C'est une absence qui prend la forme exacte d'une personne, et qui occupe une place immense dans le cœur, même quand il ne reste plus rien. Claire avait déjà été abandonnée bien avant ce matin de septembre. La première fois, elle avait 7 ans. Sa mère, Anne, mourut d'une pneumonie mal soignée. Dès lors, son père la regarda différemment. Comme un fardeau qu'on lui avait laissé. Comme une dette qu'il n'avait jamais contractée, mais qu'on lui réclamait quand même. La deuxième fois, ce fut quand Bernard se remaria avec une femme qui la tolérait à peine comme un vieux meuble dépareillé qu'on garde parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Cette femme-là finit par partir. Bernard s'enferma dans un silence de 3 ans. Puis Sandrine arriva. Sandrine avait un sourire parfait, le genre qu'on dirait travailler devant un miroir. Elle ne criait jamais. Son hostilité était autrement plus redoutable, froide, raffinée, calculée. Un petit commentaire glissé par-ci. Un silence délibéré par-là. Et Bernard ne voyait rien. Alors, 3 semaines après le 18e anniversaire de Claire, la porte s'ouvrit. Et sa vie bascula. Dans son vieux sac à dos vert, elle avait ses papiers, carte d'identité, acte de naissance, quelques vêtements. Elle avait appris très tôt que les papiers comptaient plus que les vêtements. Elle avait aussi 240 €. Et elle avait, à 8 rue de là, la boulangerie Saint-Joseph, où elle travaillait depuis 8 mois. Elle s'y levait à 4 heures du matin, 6 jours sur 7. Le propriétaire s'appelait Jean-Pierre. C'était un homme simple, honnête, du genre qui comprend les choses sans qu'on ait besoin de les expliquer. Quand Claire poussa la porte de derrière ce matin-là, son sac sur le dos et le visage soigneusement fermé sur ses émotions, il la regarda quelques secondes. Puis il dit, « La chambre du fond est libre. 220 € par mois. Petit déjeuner compris. » Claire paya immédiatement. Il lui restait 20 €. La chambre était petite. Un lit étroit. Une fenêtre à barreaux. L'odeur du pain frais embaumait l'espace en permanence. Au début, cette odeur la réveillait la nuit. Ce n'était pas seulement la faim, c'était aussi un besoin de chaleur humaine. Le besoin de se sentir, quelque part, chez elle. Elle gagnait de quoi payer son loyer, acheter du riz, des lentilles, des œufs. Parfois, quand il restait un peu, quelques fruits. Chaque pièce économisée était glissée dans une enveloppe, cachée dans son livre de biologie. Elle ne pleurait jamais en public. Ses larmes étaient réservées à la nuit, quand le silence s'installait et que la fenêtre ne laissait filtrer qu'un petit carré de ciel noir. Chaque soir, elle pliait sa couverture avec un soin presque rituel. En deux, puis encore une fois, jusqu'à obtenir un carré parfait. C'était sa façon à elle de créer un peu d'ordre, un peu de paix dans un monde qui s'était effondré. 4 mois passèrent ainsi. Puis, un mardi après-midi, une lettre recommandée arriva. Le facteur frappa 2 fois. L'enveloppe provenait d'une étude notariale. Claire lut le document à plusieurs reprises avant d'en comprendre le sens. Albert Moreau, 84 ans, était décédé 2 mois plus tôt. Il était son grand-père. Et il lui avait légué l'intégralité de ses biens, une propriété de 18 hectares dans la campagne du Cantal.
Claire n'avait aucune idée de ce que représentaient 18 hectares. Mais elle savait que c'était peut-être la seule occasion qu'elle aurait jamais. 3 semaines plus tard, Jean-Pierre lui annonça que son neveu venait s'installer et aurait besoin de la chambre. La décision s'imposa d'elle-même. Elle acheta un billet de car pour Aurillac. Après un long voyage, le car s'arrêta devant une vieille épicerie en bord de route. Le chauffeur lui indiqua, 3 kilomètres sur le chemin de terre. Le premier portail en fer au croisement. Claire se mit à marcher sur le chemin rouge et poussiéreux. La maison d'Albert Moreau était une grande bâtisse en pierre à 2 étages, mangée par les années. Le balcon du dessus s'était effondré d'un côté. Le toit était troué. Les fenêtres, recouvertes de grillages rouillés. Les herbes folles avaient envahi la cour. Au milieu se dressait un vieux puits en pierre. Claire resta quelques minutes immobile devant la porte d'entrée, la petite clé du notaire dans la main. Le vent fit trembler les arbres. Une planche grinça quelque part dans le silence du lieu. Elle pensa à tous les endroits où elle avait vécu. À tous ceux où elle ne s'était jamais sentie chez elle. Puis elle inséra la clé dans la serrure. Et elle tourna. La porte s'ouvrit avec un clic sec comme une déclaration. L'odeur qui s'échappait était celle des maisons restées trop longtemps fermées, du moisi, du bois humide, de l'air immobile. C'était l'odeur d'une vie suspendue. Elle nettoya pendant des heures. Ouvrit toutes les fenêtres. Trouva un seau, alla au puits. L'eau était trouble, mais c'était de l'eau. Elle filtra, alluma le poêle, fit cuire du riz. Elle mangea debout, le regard perdu dans la cour éclairée par le soleil rasant. Au fond de la cour, presque cachées derrière des ronces, 3 poules maigres avaient survécu. Seules, sans nourriture, sans eau. Et pourtant, elles étaient là. Quelque chose en elles la toucha profondément. Peut-être leur façon d'avoir tenu bon sans personne, sans raison apparente. Sans jamais abandonner. Le 5e jour, le plancher céda sous son pied. Une ouverture sombre apparut avec, tout en bas, une petite échelle en bois. Elle alluma la lampe de son téléphone et descendit. Le sous-sol avait des murs en pierre. Au centre, une grande structure recouverte d'une bâche bleue solidement attachée par une corde. Claire coupa la corde et souleva la bâche. Dessous, des toiles. Des peintures à l'huile, soigneusement emballées dans du tissu, empilées les unes sur les autres. Elle en ouvrit une. Un paysage, des champs ouverts sous un ciel immense, avec au premier plan un enfant courant vers l'horizon. L'ensemble irradiait une lumière qui semblait venir de l'intérieur de la couleur elle-même. Dans un coin, en petites lettres, A. Moreau. Albert Moreau. Son grand-père. Elle les ouvrit toutes. Une par une. 43 tableaux, créés en silence au fil des décennies. Et derrière la dernière rangée, elle trouva une petite boîte en métal. À l'intérieur, des papiers soigneusement pliés. Et sur le dessus, en lettres grandes et un peu tremblées. Pour ma petite fille Claire. 14 lettres. Elle ouvrit la première. L'écriture était grande, irrégulière, celle d'un homme vieux et fatigué mais qui avait encore des choses importantes à dire. Ma chérie, ton père ne me laisse pas te voir. Mais je te vois dans tout ce que je peins. Quand tu seras grande et que le monde te traitera mal, parce qu'il traite tout le monde comme ça un jour ou l'autre vient ici. J'ai gardé ce que j'ai fait de plus beau. C'est pour toi. Rien que pour toi. Dans une autre lettre, il l'avertissait, son grand-oncle Claude essaierait de tout récupérer. Il a toujours été comme ça. Mais j'ai tout préparé. Tu vas gagner. Tiens bon. Et à la fin d'une dernière lettre, d'une écriture épuisée mais apaisée. Ma chère Claire. Tu as toujours été la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. Je suis désolé de ne pouvoir te le dire que par lettres. Claire lut les 14 lettres assises sur le sol en terre battue. La lampe de son téléphone clignotait. Elle ne s'arrêta pas. Quand les larmes coulèrent, ce n'était pas de la douleur. C'était la révélation, tardive et bouleversante, que quelqu'un dans ce monde l'avait vue. Vraiment vue. Même quand elle-même était incapable de se voir. Quelques semaines plus tard, son grand-oncle Claude se présenta avec un avocat. Il affirma que le testament était nul, qu'Albert n'avait plus toutes ses facultés au moment de le signer. Un juge suspendit provisoirement la vente des tableaux. Claire se retrouva, une fois de plus, sans ressources et sans issue. Ce soir-là, assise dans la cour, les yeux levés vers les étoiles, elle se souvint d'une phrase de son grand-père. Il essaiera. Mais j'ai tout préparé. Tu vas gagner. Le lendemain, elle alla voir maître Édouard Vaillant, un vieil ami d'Albert, avocat à la retraite qui avait conservé tous les documents nécessaires. Il accepta de la défendre sans honoraires initiaux. La procédure dura plusieurs semaines. Mais les preuves étaient là, solides, irréfutables. Le tribunal statua, le testament était parfaitement valide. Claire Moreau était l'héritière légale. 12 tableaux furent mis aux enchères. Claire se tenait dans un coin, les mains croisées, regardant des inconnus enchérir sur les œuvres de son grand-père. Le commissaire-priseur annonçait les chiffres d'une voix posée comme s'il commentait des résultats sportifs.
Pour Claire, ces sommes étaient presque irréelles. Le tableau le plus convoité, un champ ouvert, une lumière de fin d'après-midi, une brume légère sur l'horizon fut adjugé à 55 000 euros. À la fin de la vente, Madeleine, la vieille voisine qui connaissait Albert depuis toujours, serra doucement le bras de Claire. Claire quitta la salle avec 380 000 euros sur un compte bancaire ouvert la veille. Avec cet argent, elle restaura la ferme. Le toit, les fondations, le jardin. Elle apprit à cultiver la terre, à tailler les arbres, à faire du feu le soir en hiver. Et à l'étage, dans la plus grande pièce baignée de lumière, elle prit la décision la plus importante. Elle en fit une galerie. Les tableaux restants d'Albert Moreau y furent accrochés un à un, sur les murs fraîchement blanchis. La galerie ouvrit ses portes un dimanche après-midi. Les habitants du village vinrent découvrir l'œuvre d'un homme qui avait créé en silence pendant des années, loin de tout, dans une maison que tout le monde croyait abandonnée. Et dans cette vieille bâtisse maintenant pleine de lumière et de vie, Claire comprit enfin. L'héritage de son grand-père n'était pas l'argent. Ce n'était même pas les tableaux. C'était la preuve vivante qu'une chose belle peut être préservée pendant des années dans le silence et l'obscurité, attendant patiemment le moment où quelqu'un, enfin, viendra ouvrir la porte. Albert Moreau avait attendu toute sa vie pour lui dire qu'elle comptait. Elle était venue. Et elle avait ouvert la porte. Si cette histoire vous a touché, c'est probablement parce qu'elle parle de quelque chose d'universel, le besoin d'être vu. D'être aimé sans condition. De savoir que quelqu'un, quelque part, a cru en vous même en silence. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre qu'il compte. Un ami. Un enfant. Un parent vieillissant. Quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis trop longtemps. N'attendez pas qu'une lettre arrive dans une boîte en métal au fond d'un sous-sol. Dites-le maintenant. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Activez la cloche. À très bientôt.